ça va. On s'établit petit à petit. Ah oui? Ah Pourquoi? oui. Qu'est-ce que tu avais? Je t'ai dit que j'étais grippée Ah et ça a oui, été une grippe assez mais non, mais sévère, c'était la hein. semaine dernière. Ah, bah, c'est pas parti encore, hein. Oh là. Ah, bah oui, parce que comme j'ai repris le boulot, et quand tu as 7 heures par semaine d'enseignement, des fois, c'est par jour, 7 heures par jour, au minimum 7 heures. Donc, c'est beaucoup de boulot et après, maintenant, on est en pleine phase de préparer les bulletins et tous les conseils de classe pour le deuxième trimestre. On a fini déjà, donc voilà, beaucoup de travail aussi. Hum. Ouais, c'est pas évident. Ouais, bah oui. J'ai travaillé encore sur ma plateforme, je sais pas, je t'ai envoyé une nouvelle version. Tu m'as envoyé une nouvelle version hier nuit. Voilà, Oui, dans donc la nuit. je sais pas, il y a eu des retours et ils ont trouvé qu'elle était beaucoup mieux que Super. voilà. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ça, Surtout que ça, je ça fais c'est très bien. je C'est fais très tout bien qu'on toute a ce genre de seule, nouvelles. je fais tout toute seule et sans développeur, sans rien, hein. Je développe toute seule, hein, toute seule. Alors, justement, j'ai envie de poser la question. Tu enseignes en quoi? Moi, je suis prof de maths. D'accord. Ouais. Mais comment de prof de maths, tu te retrouves dans la santé et tu te retrouves en train de développer? C'est très intéressant pour moi. C'est bah bon, prof de maths, c'est vrai que ça a toujours été mon dada. Avant d'être à l'école où je suis depuis 5 ans, je travaillais à mon compte, j'avais mes propres élèves, je cherchais mes élèves, je suivais des élèves et tout en France, beaucoup à l'étranger. Et puis après, j'étais là dans cette école depuis 5 ans. Mais pour la e-santé, c'est quand j'ai, pour mon doctorat, comme je fais une simulation numérique, et donc il y a beaucoup de choses qui ont commencé à germer dans ma tête. Hmm. Surtout, voilà, cette histoire d'analyse médicale, comment les avoir sous format numérique. Donc c'était comme ça. Et puis comme je développais beaucoup avec Wix, j'utilisais beaucoup Wix pour mon travail, pour l'école et avant l'école. Donc j'avais fait des petits sites de maths et tout. Donc j'ai bien travaillé avec Wix. Donc je sais très bien comment ça marche, les fonctionnalités. Et puis là, avec l'IA, ça m'a beaucoup aidé parce que j'utilise Gemini pour faire des mini-blocs de code de calcul de code en HTML Hmm. que Hmm. j'ingère dans le Wix. Voilà. Ah ouais, ça c'est Voilà. super. Et là, ça Mm. va vite. Là, ça va très vite parce que comme on n'est pas développeur, on demande à Gemini, voilà, je veux un code HTML qui me fait ça. Moi, je le prends et je l'intègre dans Wix parce qu'avec Wix, on peut me faire intégrer des codes HTML et c'est comme ça, petit à petit, que le site s'est développé. Parce que si tu vois la première version que je t'avais montrée et celle qu'il y a maintenant, il y a du chemin quand même parcouru. Voilà. Eh ben oui. Voilà. Alors, tout le monde me dit pourquoi t'as pas payé un développeur et tout. Je leur ai dit non, je ne mets pas de l'argent encore parce que je veux vraiment avoir une version que je peux tester, faire tester. Et puis Mhm. après, si c'est vraiment, il y a du potentiel, on passera à vraiment un développeur et une solution un peu plus professionnelle. Mais c'est déjà une base. Voilà. Oui, mais en vrai, ce que tu essaies de faire aussi, c'est de comprendre toi-même, Voilà. maîtriser mieux avant même de pouvoir passer à une équipe dev et ça te permettra d'avoir au moins MVP sous la main. Voilà, c'est ça, parce que même le développeur, il va poser la question, mais tu veux quoi exactement? Si toi-même, tu sais pas expliquer ce que tu veux, le développeur, bah, il va rien faire, hein. Il va dire, voilà, c'est ce que tu m'as demandé de faire, moi, c'est ça. Donc, il faut vraiment expliquer, savoir ce qu'on veut. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, c'est surtout ça. Ah Moi, je oui, c'est pense ça. que tel que tu l'as fait, essaie avec Jiminy de mettre des prompts pour demander quand même à... Moi, j'ai regardé la version. C'est peut-être de voir comment est-ce que tu pourrais avoir... tu vois, quand je rentre sur l'entrée, je vais avoir un effet waouh. Ouais, Je sais ouais, pas si c'est tu ça. comprends. Ouais. Je vais avoir un effet waouh, un effet qui va me dire waouh quand je rentre, même quand tout n'y est pas.
Ouais, Je sais sur quoi je viens. ouais, Donc, essaie d'utiliser des prompts pour du genre, j'ai besoin d'avoir telle fonctionnalité dans mon système. Enfin, j'ai besoin d'avoir un front, que mon ouais. front puisse être assez vivant, Plus dynamique, bien, attractif et plus, plus ouais, attractif. ouais, ouais, Exactement. Et quand tu le mets comme ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir après, comment on va dire ça? Au moins à l'entrée, la porte d'entrée, que ce soit avec un incubateur, peu importe. Mais dès lors qu'il voit ça, c'est dit, ouais, ouais, tu vois. Parce que ouais, oui, c'est ça. l'IA peut t'aider. Il suffit d'utiliser le bon prompt Ouais, et puis c'est on y ça. est. Ouais. Moi, j'ai développé une plateforme avec, je me suis fait assister par l'IA pour les, pas surtout pour les codes. J'avais déjà fini de faire tout ce qui est code, mais surtout, j'avais besoin d'avoir tu vois, j'avais besoin d'avoir un front, donc Hmm. mettre une section errors là, qui allait être super bien, et puis pouvoir traiter. Donc là, j'ai dû utiliser un prompt Ouais. et j'ai pu voir, par exemple, tu peux faire simple. Tu vas sur une plateforme qui est similaire, qui t'intéresse, et tu pourrais éventuellement capturer l'écran de la page d'accueil Oui. et tu Et mets le lui lien, demander. par Ouais. exemple, et tu lui dis, je veux un prompt qui va permettre à ce que ma plateforme puisse faire la même chose. Mhm. Mhm. Ouais, déjà, on peut cloner carrément, hein, dupliquer, cloner, ça peut se faire, hein. Moi, je ne te conseillerais pas de cloner, je te conseillerais plus. Je ne te conseillerais pas de cloner, mais je Hmm. te conseillerais plus de pouvoir demander quelque chose de... Tu peux tirer, tu peux tirer là la potasse. Oh, dis ça. Tu pourrais cloner, tu pourrais cloner en fait, au lieu de cloner, ça serait trop copier. Dis à Ouais. partir de là, inspire-toi et donne-moi ça. Voilà. Ça Voilà. serait assez particulier pour toi parce Ouais. que cloner, après, il faut qu'on sache, l'IA, c'est une machine. Si tu Ah dis ouais. cloner, elle va cloner, elle va faire du Elle va cloner, elle va copier-coller. pas se casser la tête, Non, hein. Bah tu ouais. dis inspirez-vous de ça. En fait, il faut Voilà. demander les bons prompts Ouais. et à partir des bons prompts, tu auras les éléments, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Sinon, ouais, c'est bien. Il faut essayer d'améliorer. Voilà, c'est ça. Tu vois. En tout cas, il y a pas de souci. Et puis, on est totalement là disponible. On va avancer, Merci. améliorer. Voilà. Super bien. Merci beaucoup. Monsieur Rodolphe, comment vous allez? Rodolphe est là? Oui, madame Antora, je vais bien. Qu'est-ce que Il est vous? quelle heure là-bas? Il est 7h50 et je suis en mode. Ils sont En où, mode toi? nounou. En mode nounou? Oui, j'apprête ma fille pour l'école. D'ailleurs, on entend ici, là. Ok, Kaya, viens. Je Tu l'apprête pour vois? l'école. Bah, ça Donc, fait. mais je reste connecté et puis j'interviendrai dès que possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est Bonjour à nous, tout on le te monde. fait, c'est nous, on permet que tu te connectes tôt comme ça, 7 heures pour te faire connecter. Désolé. En plus, le mercredi, jeudi, elle a Mhm. école. Elle a 3 ans, en fait. Ah, Mercredi, d'accord. jeudi, elle a école et c'est le jour où je m'occupe d'elle. Et D'accord. donc, bon, malheureusement, les rendez-vous tombent le jeudi, enfin le mercredi plutôt. Et Mais donc, c'est bon. mais bon, je ferai l'effort de, à chaque fois d'être au moins présent. Non, mais c'est bon. Il faut jouer le rôle OK? de papa. Moi, j'aime bien les papas poules. J'aime Ah bien ça. bon, hein. C'est bien. Moi, j'adore ça. C'est pas, j'aime bien, j'aime bien, j'aime D'accord, bien. c'est parfait. Donc, à tout OK. moment, on est ensemble. On s'est connecté D'accord, à c'est vous. compris. Hein. Monsieur Emmanuel Kwame. Kwame, Kwame. Oui, bonsoir madame, je suis là. Comment vous allez? Ouais, je vais bien, je vais bien, Mhm. je vais Alors, bien. alors, comment ça se passe? Bienvenue. Je peux vous présenter Oh, à certaines personnes de la uh-huh, communauté. uh-huh, oui, ça va bien. Pardon? Vous pouvez vous présenter aux membres de la communauté. Ok, je suis Emmanuel Kwame, ingénieur, auditeur, ingénieur en santé publique en Côte d'Ivoire et heureux de participer à la session de formation aussi.
Et cette session d'aujourd'hui, là, c'est quoi l'intérêt pour vous? On parle d'IA, on va parler d'IA. C'est quoi l'intérêt pour vous? Étant d'abord auditeur en santé publique, l'intelligence artificielle me permet ça facilite non seulement la tâche dans l'exécution de mes futures fonctions qui m'attendent et même dans la recherche documentaire pour la rédaction d'articles et de mémoires. Et je pense que l'intelligence artificielle facilite vraiment tout ce que j'ai comme activité, fonction future dans le métier de la gestion des données. Mhm. Et vous êtes sur Abidjan, vous avez dit, hein? Oui, 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 je suis à Abidjan. Quoi, à l'INSP, au Non, ministère. non, 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 à l'Institut de formation des Ah, pardon, agents à de l'INFAS. santé à l'INFAS. Oui, Ok, oui. d'accord. Donc, vous étiez là quand on a fait le bootcamp là-bas? Malheureusement pas. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, il n'y a aucun problème. En tout cas, Ok. bienvenue à Merci la beaucoup. session de ce jour. Bienvenue. On espère Oui. que ça va vous aider. On va dire ça comme ça pour les autres sessions. Ça va vous aider, tout ce qu'on aura dit pour les choses à venir, surtout dans vos projets à venir. Parce que de toute façon, j'ai entendu à venir. Effectivement. Si vous devenez ministre, là, pensez à la communauté, hein. Effectivement. Il faut savoir que c'est ici que tout a commencé, hein. Effectivement. Effectivement. On reçoit la bénédiction. Parce que les remaniements, souvent, là, ça arrive de là à là, on ne sait jamais. Effectivement, mais on reçoit la bénédiction. D'accord. OK, c'est compris, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. D'accord. On reste connecté. J'espère que vous allez participer aussi, puisque vous êtes l'éditeur. Ça veut dire que tout ce qui parle de données, tout ça, vous pourrez participer. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup. Salima, Ok. bonsoir, comment tu vas? Alors, je ne sais pas Bonsoir. si... Ali, Et salut, salut. Comment tu vas? ça va, ça va. Voilà. Il fait gris aujourd'hui, donc un peu fatigué, mais sinon ça va. Voilà. Ah bon? Oui, oui. Sinon ça va bien, ça va. Ça bosse, on va dire que ça bosse. Ah, il faut que ça bosse, hein. Eh ben oui, alors j'ai mon PC d'un côté, c'est pour ça que là je suis avec mon smartphone, Mhm. parce que je dois en même temps jongler sur deux, mais je serai à l'écoute. D'accord. À l'écoute et participative aussi. Participatif, il n'y a pas la caméra, mais vous m'entendrez. C'est parfait. C'est le plus important, c'est de vous entendre. Merci beaucoup, Corinne, merci bien. Il n'y a aucun problème. Ça va. Monsieur Moulot, bonsoir. Enfin, j'ai reçu un message. On va commencer dans 2 minutes, tout de suite. Dans 2 minutes, il sera 14 heures et on pourra démarrer. Donc,
On peut mettre par exemple le 27 du mois. Bonsoir, bonsoir. Je pense qu'on va commencer les 14h01. Kétan, je vais couper mon micro et puis tu vas présenter le décor. Merci. Je coupe mon micro. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Kétan Soukou, coordonnateur des sessions éco. Alors, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de données. Alors, il faut savoir que c'est la continuité du bootcamp e-santé. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé d'interopérabilité. Et aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat pour parler d'IA. Quelle est la place de l'IA en matière de e-santé? Comment l'utiliser? Et quels sont les aspects qui pourraient nous servir à faire avancer la e-santé et à faire évoluer nos projets? Et comment ils pourraient nous aider en tant que professionnels de santé à pouvoir mieux servir les patients, mieux s'occuper des patients. Donc, on va débattre de tout ça aujourd'hui. C'est une série de sessions qu'on va faire sur les différents thèmes des différents groupes qui ont pris place lors du bootcamp. Donc, aujourd'hui, on a IA, mais la semaine passée, on était sur l'interopérabilité. Donc, on va le faire jusqu'à terminer tous les groupes de travail. Après, on aura des certificats. Donc, exceptionnellement, pour cette suite de sessions éco, il n'y aura pas de présentation des cas, mais c'est vraiment une des sessions participatives. Il va falloir participer, il va falloir donner votre avis. C'est vraiment un échange pour qu'on trouve un consensus, pour qu'on trouve des solutions ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu participer au bootcamp, c'est vraiment l'occasion de pouvoir donner vos avis et participer activement aux échanges. Donc, juste après ça, je vais mettre dans le chat, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous pourrez l'intégrer, et ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme ECO, parce qu'on va avoir les certificats juste après la série de sessions sur les thèmes du bootcamp e-santé. Donc, inscrivez-vous sur AECO, c'est très important. Je vais mettre le lien dans le chat. Et il y a aussi le challenge. Donc, il y a le challenge qu'on a lancé où chaque pays va pouvoir diriger ses sessions éco. Et après, on aura un vainqueur. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, c'est l'occasion de s'inscrire. On est en train de planifier les sessions de formation pour que vous puissiez amplement gérer votre programme, vos sessions éco. Donc, on est en train de programmer les sessions de formation. Donc, c'est l'occasion de s'inscrire. Le lien sera effectivement dans le chat et vous pouvez vous inscrire pour pouvoir participer. Concernant les règles éco, c'est une répétition, mais pour ceux qui nous prennent pour la première fois, il faut lever la main physiquement ou utiliser Zoom pour pouvoir lever la main et signaler qu'on veut prendre la parole. Activer sa caméra si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas bien grave, mais c'est important d'activer sa caméra pour qu'on voit à qui on parle et on sache qui parle, parce que c'est une famille, c'est une communauté. Ensuite, la session est enregistrée, donc il y aura un replay juste après la session qui sera sur YouTube. Le lien sera partagé dans le groupe, d'où l'importance de faire partie du groupe ECO si vous n'êtes pas si vous venez de LinkedIn ou de Facebook. Donc, important, je vais mettre ça dans le chat. À la fin de la session, il y aura un sondage. Donc, ce sondage nous permettra de nous améliorer et trouver des pistes d'amélioration. Et il sera aussi en relation avec le thème du jour, que vous puissiez nous donner votre avis, si vous avez compris et qu'est-ce que vous retenez de ce thème-là en particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais redonner la parole à Mme Ouattara qui va représenter encore le décor et lancer les débats pour qu'ensemble on puisse discuter de comment on pourrait utiliser l'IA et quelle est la place de l'IA en matière de e-santé en Afrique francophone. Donc, merci à tous et bonne session. Notre Merci, facilitatrice, vous avez la Kétan. parole. Merci beaucoup, Kétan. Merci pour pour la présentation. Merci. Je prends maintenant la parole. Donc, bonjour, bonsoir à tous.
en fonction du fuseau, parce que je vois que les gens qui sont aux États-Unis, il est 7 heures là-bas. Donc, bonsoir à tous et puis bienvenue à cette autre session, on va dire Éco Santé Afrique francophone, qui va parler essentiellement d'IA. C'est une continuité, on va dire aujourd'hui, on va dire direct de notre bootcamp avec le groupe de travail consacré à l'intelligence artificielle et les données de santé. Donc, l'objectif de cette session n'est pas de refaire le bootcamp comme on le dit, mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Ce que je vais essayer de faire, je vais prendre quelques minutes parce que tout le monde n'était pas dans le groupe de travail, tout le monde n'était pas dans le groupe de travail lié à la, on va dire, à l'IA. Donc, je vais prendre un temps pour faire une petite toute restitution, si vous le permettez, juste 5 minutes, une restitution avant de planter le décor. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord à ça, si je peux avoir soit des réactions, des mains levées, des émoticônes, quelque chose, pour me rassurer que on est en phase, vous et moi, si c'est dynamique. Voilà, d'accord. Comme ça, et d'ailleurs, même, je pense que Adama est là. Il est là, c'est lui qui était lead, je crois, sur la partie IA. Donc, je vais faire juste une petite restitution. Après, il prendra avec nous et puis on va continuer. Les débats seront ouverts pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, je vais faire rapidement ce point de restitution. Alors, le groupe de travail est parti d'un simple constat. L'intelligence artificielle, c'est un résumé, hein, donc l'intelligence artificielle progresse très vite dans le monde de la santé, mais son application en Afrique doit être pensée stratégiquement. Le premier point, c'est, on parlait du potentiel réel. Alors, l'IA peut aider à analyser les données épidémiologiques, détecter précocement des flambées, améliorer le suivi des maladies chroniques, optimiser les ressources limitées. Elle peut nous faire passer d'une médecine réactive à une médecine proactive. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était les risques de dépendance. Donc, la majorité des modèles actuels sont entraînés sur des données non africaines. Donc, cela posait trois risques: biais dans les prédictions, faible pertinence locale et puis dépendance technologique. Donc, ce qu'a conclu le groupe de travail, c'est que sans données africaines de qualité, l'IA ne sera pas souverain. Le troisième point, c'était la question de la boîte noire. En santé, on ne peut pas accepter une décision qu'on ne peut pas expliquer. Donc, l'applicabilité était essentielle pour le patient, pour le médecin et pour, on va dire, les responsables juridiques. Autre point, c'était la sécurité des données. C'est-à-dire que l'IA augmente, donc l'explosion augmente l'exposition, on va dire, des données. Donc, si la gouvernance n'est pas assez claire, on peut amplifier le risque de fuite et de perte de confiance. Le cinquième point, c'était le déficit des compétences hybrides. Nous manquons de profils capables de faire le lien entre médecine, data science, éthique et réglementation. Et en conclusion de la restitution, c'était que le groupe, on va dire que le groupe n'a pas rejeté l'IA, bien au contraire, il a posé une vision, une IA contextualisée, applicable, encadrée au service des priorités sanitaires africaines. Voilà, maintenant, tout est fait. Avant que je ne revienne peut-être aux questions, Adama étant là, étant lead, je ne sais pas s'il peut intervenir ou pas, ou s'il est allé à sa réunion, il aurait intervenu juste peut-être s'il y a un additif à ce qui avait été dit dans le groupe de travail avant que on ne plante le décor des questions. Merci. Ton micro est coupé. Oui, merci beaucoup Corinne. Bonjour à tout le monde. Oui, le résumé est très très clair, hein. Et comme tu l'as dit, le point vraiment qui a émergé, ce sont les biais liés à l'IA. En particulier, le fait que les IA sont apprises souvent en Europe, mais pas sur des données qui viennent des sous-régions africaines, sachant qu'on n'a pas les mêmes résultats selon qu'on travaille sur des données qui sont entraînées sur des populations blanches versus des populations noires avec un vrai besoin d'avoir des IA de bonne qualité que si on les apprend sur des données qui sont locales. Ça, c'est le point qui émerge. Donc, qui est très vrai en termes de résumé. Donc, merci beaucoup. OK, merci Adama. Envoyez des réactions à Adama. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention de tout à l'heure. Alors moi, je viens maintenant avec les questions, maintenant que le décor est planté.
On est allé par différents blocs. Donc, on va aller sur le bloc de la souveraineté. Et je pose la question, devons-nous développer nos propres IA ou adapter à ceux qui sont existants? La question est posée. Vous pouvez, concernant les réponses, les interventions, vous pouvez soit lever la main, comme on le fait habituellement. Est-ce qu'on doit développer notre propre IA ou on doit s'adapter à ce qui est? Ok, Adama nous dit dans 15 minutes, tu reviens. Par exemple, tous ceux qui travaillent sur l'IA, j'ai envie de poser la question à, je pourrais demander à Salima, vu qu'elle est dans le volet médical, ce serait bien de poser la question à quelqu'un du volet médical pour avoir une réponse, si c'est Très bien. possible. Eh ben, on va essayer. Alors, pour Ouais. les agents IA, déjà les agents IA, parce qu'il y a plusieurs volets. Bon, est-ce que c'est d'abord les agents IA qu'on utilise nous pour la documentation, la recherche, etc. Parce que ça fait un grand bond. Et on remarque maintenant depuis plusieurs mois, je travaille avec des outils IA, entre autres. En les cadrant bien, c'est-à-dire j'ai mon propre process. Je mets d'abord mes ressources clés, c'est-à-dire de sociétés savantes, etc. Des fois, c'est déjà des travaux que j'ai déjà faits. Je réalise un prompt qui est adapté à ma demande, en demandant bien sûr à l'agent IA de ne pas aller voir ailleurs ou pas. Des fois, ça dépend ce que je veux, mais je le cadre à chaque fois. Et l'agent IA apprend de nous, comme tout le monde sait. Et donc maintenant, je commence à avoir 2 ou 3 assistants IA qui m'aident vraiment dans la pertinence et surtout dans la rapidité des rendus. C'est-à-dire que c'est vrai que je gagne aussi en compétences parce qu'il y a l'esprit critique aussi. Quand on développe, on est obligé à chaque fois de checker et de voir que tout ce qui est donné comme ressource est validé et réel, quoi. Il n'y a pas d'hallucination. Donc, ça nous oblige aussi dans notre esprit critique, mais surtout la rapidité des rendus. Donc, ça, c'est déjà pour la première partie. Donc, tu nous avais demandé s'il faut s'adapter ou garder ce qu'il y a ou carrément prendre des nouveautés, enfin, de créer nos propres agents IA. Moi, je dis que dans un premier temps, déjà, c'est analyser les IA existantes, tous les agents qui sont déjà sur le marché à l'international. Après, bien sûr, notre but pour la sécurité des données, etc., c'est de créer nos propres agents IA. Ça, je pense que l'Afrique gagnerait à 200% d'avoir ses propres agents IA par rapport justement à la protection des données. Donc, dans un premier temps, prendre exemple, apprendre sur ce qui est existant, apprendre surtout des échecs ou des points faibles, les noter parce que c'est ça qu'il va falloir améliorer et ensuite mettre en place nos propres intelligences, etc. Les compétences existent, on le sait. L'Afrique est un pays jeune en population et qui sont tous friands d'IA, etc. et d'IT, donc il faut y aller vraiment. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ce qui est vraiment notre cas hospitalier. Donc, partage des données patients, partage des dossiers patients. C'est très important qu'on ait bien sûr une protection très importante des données. Avoir notre propre intelligence serait un gain immense parce que ça resterait vraiment intramuros. Donc, ce serait vraiment validé et balisé surtout par ça, qu'il y aurait donc le secret médical qui serait conservé. Et donc, il y a 2 volets parce qu'il y a des collègues de la communauté éco qui a demandé qu'on lui fasse un rendu par rapport à une solution qu'il propose, un bracelet codifié, etc. Et donc, j'avais répondu qu'il faudrait un double code. En fait, les pathologies elles-mêmes doivent être codifiées. Mais à ce moment-là, il faut qu'une codification soit unifiée pour que tous les praticiens soient informés de ce code et de quelle pathologie il s'agit et en même temps la codification des patients. Alors encore la même question, est-ce qu'on prend ce qui est existant ou pas ou est-ce qu'on fait du nouveau? En matière bien sûr de codification, patient, données, donc les données elles-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment technique, etc. Prendre ce qu'il y a bien sûr déjà comme modèle et développer. Maintenant, ce qu'il en est de tout ce qui est épidémiologique, infectiologique, terrain, maladie non transmissible, encore une fois, l'Afrique est très différente. On n'est pas du tout similaire. Quand on a fait nos études en médecine, on avait toujours épidémio, etc. Il y avait quelques rappels, mais après, on basculait vers la pathologie.
Mais maintenant, on est revenu sur ça. On a nos particularités épidémiologiques, on a nos particularités même en maladies non transmissibles. L'hypercholestérolémie, elle est familiale, elle est importante en Afrique. Il faut faire des études sur ça. Donc, c'est encore une fois un peu des deux. Prendre ce qui est existant, mais il est impératif que nous ayons nous-mêmes nos propres données et donc développer une intelligence artificielle locale qui réponde vraiment à nos besoins et où circulent vraiment des données factuelles de nos communautés. Voilà, merci. Merci Salima. Merci Salima. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce que Salima a dit? Asia, est-ce que tu as une intervention de ce côté ou quelqu'un d'autre ici? Eh ben moi, bon, avec Salima, c'est vrai qu'on travaille souvent quand je lui montre tout ce que je fais, et des fois en IA et tout, pour qu'elle valide un peu les résultats. Mais c'est vrai que moi, j'ai développé un simulateur avec Gemini. Bon, c'est très basique, mais quand même, c'est un simulateur en fonction de la fréquence cardiaque, on peut avoir des résultats. Des résultats annonciateurs, soit d'une hypertension, soit d'une glycémie, soit de beaucoup de choses. Seulement, il y a des limites. Parce que quand je demande à Gemini de me faire une simulation sur tant de personnes, bien sûr, il faut vraiment bien définir la chose. Ça veut dire, les patients, est-ce que ce sont des patients européens? Est-ce que ce sont des patients africains? L'âge, est-ce que c'est des femmes, des hommes? Tout ça, c'est très important. Donc moi, pour le moment, je fais une simulation assez globale où je fais un mélange de patients. Donc, je lui demande, voilà, des patients de tout âge, est-ce qu'ils sont fumeurs, ils prennent tel ou tel médicament déjà? Et déjà, on a des résultats. On peut avoir une certaine simulation, puisque je suis dans la simulation. Mais ce qui serait l'idéal, c'est de faire cette simulation plus ciblée. C'est-à-dire pour une population africaine, et même en Afrique, l'Afrique, elle est vaste, hein. Et donc, ce serait vraiment l'intérêt de ce simulateur, c'est qu'il sera beaucoup plus personnalisé avec pouvoir comparer les résultats de la simulation avec des véritables résultats. Donc avoir des données cliniques, bien sûr protégées. On n'a pas besoin de savoir c'est qui a quoi, mais ce serait vraiment l'idéal pour développer ce simulateur plus personnalisé que ce que je fais actuellement. Voilà, c'est ce que je fais pour l'IA avec les simulateurs. Voilà, il faut vraiment développer des solutions personnalisées. Moi, je pense que ce serait l'idéal. Voilà. Merci beaucoup à toi, Sia. Merci infiniment. Et donc, je pense que j'ai eu les retours de ces deux personnes. Donc, on va dire qu'en vrai, euh, il faut aussi entraîner nos propres IA. Il faut aussi entraîner nos propres IA, pas forcément comment on va dire ça, se loguer sur les IA qui existent. De ce que j'ai cru entendre, j'ai dû comprendre. Donc, il faut vraiment les entraîner. Donc, ça, c'était le premier point de question. La deuxième question qui découlait en vrai de enfin, de ce qu'on disait tout à l'heure, quoique j'ai ma réponse quand même pour le premier. Ma réponse est que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de repartir de zéro aussi. C'est sûr qu'il faut développer nos propres IA, mais il ne faut pas partir de zéro. On peut adapter des modèles aux réalités africaines. On peut réentraîner, on va dire, avec des données locales, ce qui va éviter une dépendance vraiment totale. Sinon, la bonne approche peut être une approche hybride, c'est-à-dire à court terme, on fait l'adaptation intelligente, puis à moyen terme, progressivement, on essaie de développer nos propres IA, ce qui va permettre d'avoir une souveraineté, on va dire, on va parler de souveraineté, mais pas d'isolement. Ça aussi, je pense. Et ça m'amène à l'autre question pour demander, justement, on se posait la question de savoir, avons-nous une stratégie nationale en IA?
Est-ce qu'on a une stratégie nationale? J'avais vu monsieur Kwame, vous faites de l'audit. Selon les dits tout à l'heure, vous travaillez dans l'audit, auditeur en santé publique. Donc, c'est à vous que j'ai envie de poser cette question. Monsieur Kwaku, Monsieur Kwame, est-ce que vous êtes là? Monsieur Kwame? Allô? Alors, je crois qu'il n'est pas devant son écran. Donc, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on doit pouvoir... je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'on pourrait avoir une stratégie nationale? Chez nous, en Côte d'Ivoire, je dirais que oui. Je crois qu'il y a la stratégie de l'IA qui a été mise en place aujourd'hui avec le ministère de la Transition et qui a adapté le ministère de la Santé. Je pense que pour les gens du ministère qui sont là, s'ils sont bien là, pourront nous répondre si nous prenons un coup de route. Maintenant, il y a différents pays qui sont associés, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Mali, que ce soit le Togo. Est-ce que dans vos différents pays, vous avez une stratégie en IA qui soit déjà implémentée au niveau de la santé? Je vois Aminata Diop qui est là. Je ne sais pas si c'est le Sénégal ou si c'est la Côte d'Ivoire. Depuis qu'on est champion, là, quand je vois les Diop, quand je vois les... Tu vois, j'imagine notre CAN, quoi. Pourquoi c'est timide comme ça aujourd'hui? C'est la Oui, Côte d'Ivoire. C'est la c'est la Côte Côte... d'Ivoire. Elle dit c'est la Côte d'Ivoire. C'est né. D'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème. Donc, la question est toute relancée. Est-ce qu'on peut penser à une stratégie nationale en termes d'IA dans nos différents pays? Même ceux qui ont déjà intervenu, je ne sais pas, peuvent pouvoir prendre la parole, hein, ce n'est pas vraiment bloqué. Est-ce qu'on doit pouvoir le penser? En Côte d'Ivoire, c'est fait, mais et dans d'autres pays? Donc, on a le Sénégal, on a l'Algérie. Est-ce qu'on a des cas d'expérience de partage là-bas? Ainsi, en Algérie, est-ce que c'est fait? En Algérie, Est-ce que vous avez une politique? Est-ce que vous avez euh, un plan national de l'IA en Algérie? de l'IA, oui, mais dans la santé, c'est encore assez fragile. Mais c'est vrai que l'Algérie déploie beaucoup de choses pour l'IA, pour développer l'IA, mais on est encore assez, on dirait novice, parce que déjà qu'il y a la digitalisation qui n'est pas faite partout, il y a la numérisation parce que c'est différent. Beaucoup de Mm. gens confondent numérisation et digitalisation, ça n'a rien à voir puisque, bon, je ne veux pas critiquer, mais on est encore au stade d'avoir une carte d'identité numérique et de demander encore la photocopie. Donc, c'est un peu bizarre. Puis si on est dans le digital, on est dans le digital à 100%. On ne peut pas être à 80%. Il faut que ça soit à 100%. Et il faut que tout le monde travaille de la même manière. Parce que s'il y a un qui dit oui, je digitalise, l'autre non, je digitalise pas, il faudrait savoir. Et dans la santé, c'est encore très, très, très fragile. Il y a des données qui sont perdues régulièrement dans les cliniques, dans les hôpitaux, parce que on est encore à la phase papier. On est encore le patient, il perd ses papiers, il perd ses scanners, il perd tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui suit la même politique. Voilà. Donc tant que tout le monde ne suit pas la même politique, on est encore, c'est un peu difficile. Voilà. Moi, c'est ce que je sais en Algérie. Je ne sais pas si Salima me suit dans ça, mais moi, c'est ce que je vois. Voilà. Oui, je te suis complètement, Essia. Il y a des anachronismes comme ça, comme Voilà. tu dis, photocopie, alors que on est censé tout numériser, c'est encore loin. Ouais. Mais la stratégie, enfin, les volontés sont là, mais on attend que la mise en place soit partout. Parce que Voilà. c'est pas les hôpitaux, mais il y a une grande volonté. Il y a aussi beaucoup de privés qui ont complètement numérisé. Il y a certains groupes, grands groupes privés, qui ont complètement numérisé leurs données. Mais ça reste une initiative personnelle parce que c'est avec leurs fonds propres, hein, ils sont Ouais, pas. ouais, Donc, c'est encore les grands groupes qui ont les moyens pour cela. ouais, Voilà. Sinon, sur le plan de santé publique, c'est en voie. C'est en ouais. voie.
il y a une grande partie qui a été faite parce que moi, souvent, quand je vais dans les congrès, tu sais, c'est à Ulrika, Hospitalia, etc., Ouais, il y a des jeunes qui sont justement dans la numérisation, IA et tout, et ils font de gros travaux, surtout dans le côté hospitalier, côté est du pays, où ils ont vraiment numérisé un grand nombre de dossiers patients, et donc c'est une réussite. Mais le travail est immense. Après, il faut aussi sécuriser, parce que ça va aller où? Les banques de données, c'est lesquelles? On va les stocker où? ouais. Voilà, parce qu'il y a des pathologies, par exemple la néoplasie, hein, tout ce qui est cancérologie, etc. Mm. C'est qu'on ne parle pas de guérison, c'est des rémissions. Donc, Ouais. c'est des patients qui peuvent être suivis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il ne faut pas qu'il y ait un poids et qu'on ne retrouve pas un dossier. Le patient a le droit de déménager, de changer de Ouais. ville, etc. Il faut que ça le suive. Voilà, donc il y a encore, c'est en cours, mais le travail est immense, tout à fait. Ouais. La volonté est là, mais le travail est important. Par contre, IA et tout ce qui est start-up et tout, il y a un énorme mouvement en Algérie et j'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que, il y a une grande volonté de développement. Donc, on essaye, on espère que ça va aboutir dans tous les secteurs stratégiques et bien sûr, la santé en fait partie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Salima. Merci beaucoup. Euh, Moi, j'ai envie de poser une question bien avant qu'on ne retourne à, aux questions liées au groupe de travail. Aujourd'hui, pour vous, si, comment est-ce que vous voyez l'intervention de l'IA dans le secteur de la santé? Et ça, j'en parle à tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'IA, d'IA, d'IA. Comment est-ce que chacun voit et quelle serait l'IA dans le secteur de la santé? Vraiment, de façon très concrète. J'ai envie de poser la question et je souhaiterais que peut-être toutes les personnes autour de la table puissent en parler parce que puissent donner leur point de vue parce qu'on parle beaucoup d'IA. Je vois Monsieur Dama Frédéric qui est là, je vois Monsieur Babacar Ndiaye, je veux aussi que les hommes parlent parce que depuis c'est que des femmes, c'est les femmes qui ont le lead, je sais, mais bon. Je veux Monsieur Kwasi Firmé également qui est là. Monsieur Bazman Keïta, je veux que quelqu'un puisse me dire aujourd'hui quand il entend parler d'IA, comment est-ce qu'il voit l'IA intégrée aujourd'hui dans la santé? Je veux un retour et des professionnels de la santé, c'est très important, et des personnes qui ne sont pas forcément du secteur de la santé. Donc, si je peux avoir un retour. Madame Diop, Docteur Joyce, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, Corinne. Comment ça va? Ça va. Alors, je sais que tu es en voiture, mais j'ai posé une question tout à l'heure, le temps que les autres répondent. Je disais aujourd'hui, j'ai besoin que tout le monde puisse me dire comment est-ce qu'ils voient l'IA dans le secteur de la santé. Quand ils entendent parler d'IA dans la santé, ce serait quoi pour eux l'apport de l'IA? Qu'est-ce que l'IA serait capable de faire? Je veux que chacun de son point de vue personnel puisse dire aujourd'hui, voilà ce que l'IA serait capable de faire. Ah, je peux parler? Je n'ai pas Oui, levé la main, oui, désolé, oui, hein. oui, 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 allez-y, allez-y. Ok, moi je pense que l'IA sera un outil super important pour la santé si on sait comment le manipuler et comment l'utiliser en fait. On voit que parfois l'IA va aider au diagnostic assez poussé. Ça sera un gain de temps énorme pour les médecins. Ce qui se faisait parfois, bon, je ne suis pas médecin, hein, mais ce qui se faisait parfois par les tests et tout, enfin, sera un peu plus rapide en fait. Donc, je pense que si on sait l'utiliser, l'IA sera très très important dans la santé. Et encore, tout à l'heure, on parlait, je suis d'avis avec les deux médecins, les deux docteurs algériens. Il faut aussi qu'on ait notre propre IA et notre propre système d'implémentation, en fait. Parce que les données sont parfois basées sur les références européennes et d'ailleurs. Il faut que l'Afrique aussi ait ses propres informations pour pousser aussi son IA. Aussi, je pense que le secteur privé doit jouer un rôle super important
dans le développement de l'IA, en fait, au niveau national. C'est qu'en proposant des solutions basées sur l'IA, des solutions digitales et autres, ça va pousser en fait les politiques à suivre le mouvement. Et donc forcément, ça va nous aider aussi à mieux servir nos populations. Donc, on va, on va pas forcément attendre qu'il y ait des, comment on appelle ça, euh, des dispositions qui sont déjà mises en place par le gouvernement. Mais si nous, on joue notre rôle en tant qu'acteur privé, on pourrait les pousser à sinon faire ou sinon faire plus ou mieux. Voilà. Mais pour revenir à la question, l'IA a forcément un enjeu très important dans la santé, donc il faut en tenir compte, quoi. Et j'aurais fini. Merci, Monsieur Harding. Merci beaucoup. Il y a Basmana Keita qui a levé la main. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, Merci Monsieur Keita. Corinne. Pouvez-vous Euh, présenter depuis quel pays vous êtes connecté puis vous prenez la parole? Bien sûr, depuis la Côte d'Ivoire, je m'appelle Keita Bazmana. Je suis infirmier de formation actuellement à l'école de spécialité pour devenir infirmier, en fait, ingénieur de technique santé en santé publique. Bon, et c'est pas vous m'entendez? Allô? Ok, d'accord. Donc, je disais comme ça qu'il faut dire que l'IA, pour moi, vraiment, l'IA est indispensable dans la santé, surtout en Côte d'Ivoire. Je pense que l'IA va permettre d'accélérer les prises de décision, surtout euh, en- le temps de, on va dire, avec les médecins, ça va accélérer les prises de décision pour vraiment proposer les diagnostics, comme mon prédécesseur le disait tout à l'heure. Également, ça va réduire, je me dis, les risques d'erreur dans les diagnostics. Voilà. Et dans un troisième temps, l'IA, je pense que ça va permettre aussi d'anticiper, comment on appelle ça, la riposte face aux différentes épidémies. Voilà, c'est ce que je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. C'est déjà bon d'avoir eu ces réponses et c'est ce qui amène justement à ce qu'on avait posé comme question au départ. Est-ce que de tout ce qu'on est en train de dire, quand on va dans la restitution, puisque tout à l'heure on en avait parlé, est-ce qu'on est prêt à pouvoir mutualiser les données ici africaines de façon anonymisée? Euh, Comment on appelle ça? Docteur Joyce, vous êtes là, vous êtes dans la recherche. Et je pense que comme on est en train de parler d'IA, tout à l'heure, on avait demandé est-ce qu'on devait développer nos propres modèles. Je pense qu'il y a eu des réponses. Et aujourd'hui, c'était de savoir, et ça fait partie des points sur lesquels on a échangé pendant les groupes de travail, est-ce qu'on est prêt à mutualiser les données africaines anonymisées? Parce que on disait tout à l'heure on n'a pas de modèle robuste, qu'on n'a pas de données, les données sont européennes, mais est-ce que on est prêt à mutualiser les données aujourd'hui pour pouvoir arriver à cela? Je pose la question à tout le monde. Si quelqu'un a envie de répondre, Dr. Joyce est là. Oui, oui. Alors peut-être j'aurai quelques petits problèmes de réseau comme je suis la Il route, n'y a pas de mais problème. vraiment juste de manière globale. Alors pour répondre donc déjà à ta question sur l'IA, on sait que l'IA a beaucoup d'opportunités hein, dans la prise en charge, dans la prise de décision autour des diagnostics et tout ça. Bien sûr, toujours avec supervision humaine. Donc on sait que l'IA est très 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 importante aujourd'hui. Les seules problématiques hein, sont liées au fait qu'il est important de pouvoir auditer ces IA-là. Et donc, ça va rejoindre un peu ta question qui suit, c'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mutualiser vraiment toutes nos données? Pour l'instant, je ne pense pas, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On a des problématiques en termes d'infrastructure, on a des problématiques surtout autour de la cybersécurité, qui pour moi est un point qui est tellement essentiel. Et aussi, comme on disait tout à l'heure, déjà, il faut faire le gros travail hein, de numériser déjà toutes ces données-là avant, parce que l'IA se nourrit justement des données. Donc, il y a des prérequis, je pense, qu'il faut faire très rapidement
pour pouvoir non seulement mutualiser nos données, pouvoir utiliser une IA qui serait qui s'adapterait en fait à nos réalités à nous ici. Donc voilà ce que je peux dire et vraiment qu'on programme des IA qui soient auditables en fait avec une transparence autour des algorithmes et tout ça. Donc voilà ce que je peux dire moi de mon côté. Merci. Merci, docteur Joyce. Merci infiniment. Si quelqu'un aurait quelque chose à rajouter à ce que docteur Joyce a dit tout à l'heure. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a laissé un message dans le chat. Elle a dit pour elle, l'IA révolutionne la santé en améliorant les précisions diagnostiques. Je pense qu'elle répondait vraiment à la question de qu'est-ce que l'IA peut apporter et en termes d'accélération et autres. Elle a répondu à la question. Je vois le programme national de la nutrition qui est connecté. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Corinne. Comment Le vous allez? plaisir est pour moi. D'accord. Ah, ça me tient. Bienvenue à vous. Merci. Pour ceux qui Félicitations ne pour vous tout le connaissent, travail accompli. je vous en prie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter rapidement, et puis je vais venir vers vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, docteur Kwame? Il est là? Oh, ok, vous m'entendez? Oui, docteur. Ok. Bon. Le docteur Kwame Désiré, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, un spécialiste en biochimie des aliments, biotechnologie et microbiologie. Et également directeur coordonnateur adjoint au programme national de nutrition qui est logé au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Docteur, j'ai envie de vous poser une question pour vous aujourd'hui. On parle d'IA et on avait besoin qu'un quelqu'un du ministère, d'un ministère ou encore le secteur de la santé, ministère, médecins et autres puissent nous dire pour eux aujourd'hui qu'ils entendent parler d'IA aujourd'hui, à quoi est-ce qu'ils pensent et comment est-ce que l'IA pourrait intervenir aujourd'hui dans leurs activités. Vous, en tant que programme de la nutrition, aujourd'hui, l'IA pour vous, en quoi est-ce que ça pourrait être un avantage ou encore un inconvénient? Ok, merci. La question est vaste, hein, faut savoir, en fait. Oui. L'IA est quelque chose d'indispensable pour tout un chacun. On demande même que l'Afrique ne rate pas, en fait, l'ère du numérique. Ça, c'est un. Deuxième élément, il y a plusieurs problèmes qui existent. Et face à ces problèmes, il faut trouver des solutions. Donc, on va vers la résilience pour pouvoir trouver des solutions afin de pouvoir réduire la plupart des indicateurs qui ne sont pas bons au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, par voie de conséquence, c'est une opportunité à saisir pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs, notamment les objectifs de développement durable et plusieurs challenges qui sont demandés au. Donc, quand je prends le cas de la nutrition, on a le problème de l'anémie. Donc, on dit 68% des personnes, en fait, des femmes en âge de procréer sont anémiées. Vous m'entendez? Ok, donc 68% des femmes en Côte d'Ivoire en âge de procréer sont anémiées. Donc, il va y avoir une incidence négative sur, on va dire quoi, la mortalité maternelle poussée au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, l'IA pourrait nous permettre de pouvoir identifier ces personnes, je dis ça comme ça, pouvoir les identifier, les suivre, vérifier si elles ont pu avoir ce qu'on leur apporte au niveau des consultations prénatales, c'est-à-dire le fer et l'acide folique, et préparer les poches de sang éventuellement au niveau des accouchements, ainsi de suite. Donc, le domaine est vaste. J'ai pris l'exemple, par exemple, de l'anémie, mais il y a plusieurs éléments qu'on peut, grâce à l'IA ou grâce au numérique, pouvoir avoir des données et rentrer en contact pour pouvoir suivre tout ce qui est maladie chronique liée à la nutrition. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci infiniment. Merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un a un complément à rajouter à ce que a dit tout à l'heure, docteur? Est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Alors, donc, on va revenir
sur les points qu'on a évoqués justement en termes de restitution. Quand on parlait des différents blocs tout à l'heure, on a parlé de la boîte noire, enfin c'est ça, hein, les points de restitution. On a parlé du point de risque de dépôt. La question de la boîte noire, ça avait été évoqué. C'est-à-dire en santé, on ne peut pas accepter une décision qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si M. Ouattara Adama est là. Adama est là. Il était là tout à l'heure. C'est lui c'est lui qui avait l'idée de ce groupe de travail tout de suite. Alors, j'aurais voulu que ce soit lui qui nous réponde, mais comme il n'est pas là, on va aborder le point sur la question de la sécurité. L'IA augmente l'exposition des données. C'est ce qui a été mis dans le groupe de travail. Et donc, si la gouvernance n'est pas assez claire, elle peut amplifier le risque de fuite et de perte de confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les points de restitution. Qu'est-ce que vous pensez de ce point, de ce groupe d'état? Salima, euh, Monsieur Damba Frédéric, je vois Enoch également. Oui, Salima, vas-y. Oui, Salima. Salima avait pris la parole tout à l'heure. D'accord. Je vois Haché, Emma, Enoch. Hmm. Allô? Oui, Est-ce qu'on m'entend? Salima. Oui, Très oui, on vous entend. Donc, par rapport à la fuite de données, c'est essentiel. En fait, c'est essentiel pour tous les partenaires d'un éventuel travail. C'est-à-dire que ce soit pour les usagers, donc on a les professionnels de santé d'un côté et tous les patients de l'autre. C'est très important qu'il y ait cette protection des données puisque c'est de là que vous allez encourager donc les professionnels à partager des dossiers, des données confidentielles de patients parce qu'ils sauront qu'ils sont dans des canaux sécurisés. Ça, c'est très important. De l'autre côté, vous sécurisez les patients auxquels on demande à chaque fois des données précises, l'âge, parfois l'adresse ou le numéro de téléphone, le mail, etc., sans compter après leurs données médicales propres. Et ça peut dissuader justement s'il y a un doute par rapport à la sécurisation. Vous voyez que de manière très cyclique, malheureusement maintenant, on a des attaques, des cyberattaques pour des grands hôpitaux. Et ça se passe même en Occident. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Et à chaque fois, c'est des milliers de données qui sont comme ça euh, euh, parties, enfin qui sont volées, si vous voulez, à des fins, bien sûr, d'escroquerie ou de vol, puisque souvent, c'est des données avec des cartes bancaires parce que les patients payent leurs frais médicaux. Et c'est surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire toutes les cyberattaques, c'est pour essayer d'extraire les numéros et les coordonnées bancaires des usagers. Donc, vous voyez que l'hôpital public maintenant devient une cible. C'est une cible très importante parce qu'on sait qu'il y a une énorme base de données derrière. Donc, personne n'est à l'abri, d'où le développement impératif de pare-feu et de canaux sécurisés justement dans la protection des données. Voilà, merci. Merci Salima. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire pour rajouter à ce que Salima a ajouté tout à l'heure? Une intervention supplémentaire? Monsieur Joseph Ahmed-Toto, Monsieur Firmin, Espérance, Monsieur Aubin. Est-ce qu'il y aurait un retour par rapport à pour ajouter quelque chose à ce que Salima vient de dire tout à l'heure? Monsieur Boulama aussi. C'est bon, il n'y a rien à dire sur ce point. Cela sous-entend que ce que le groupe de travail a mis vous convient clairement. Bonjour, Madame Ouattara. Oui, Bonjour à toute la communauté. bonjour. Bon, moi, c'est Aram Khan, je suis médecin. Oui, Je suis du Sénégal. enchanté. Le plaisir est partagé. Bon, en fait, je viens appuyer tout ce que Salima a dit par rapport à la protection des données.
Donc, c'est une chose assez importante, vraiment, parce que ces temps-ci, on vit carrément des cyberattaques. Mais je viens également sur un autre point. Par exemple, imaginez des universitaires, par exemple, qui ne peuvent avancer qu'en publiant des articles ou bien qu'en faisant des travaux. Si on prend nos dossiers que l'on met, qu'on met, qu'on rend assez disponible comme ça, qui peut en avoir accès pour utiliser le flux de nos travaux et tout. Donc ça, ce sont également nos inquiétudes. Merci. Merci à vous, Aram Khan. Merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire concernant la sécurité, l'IA et la sécurité en santé? Beaucoup de fois, on s'en plaint, mais je vois qu'il n'y a pas, il y a pas il y a pas de réaction aujourd'hui. C'est là qu'il faut tout dire, hein. Parce qu'on parle d'IA, d'intégrer l'IA dans pas mal de solutions. L'IA peut venir en appui, en assistance. C'est quoi le risque aujourd'hui? Et c'est l'occasion vraiment de pouvoir faire part de tous ces risques, en fait, parlant d'IA appliquée à la santé pour qu'on puisse intégrer dans nos différentes solutions. Je pourrais Oui, intervenir, s'il vous plaît. oui, vous pouvez, vous pouvez. Merci, Madame Corinne. Je vous salue. Je salue donc toute la communauté. Mm. Alors, je tente depuis de lever la main, mais je ne Ah, vois pas sur mon écran la possibilité de le faire. Je suis désolé. il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre la parole. Merci Déjà, vous vous beaucoup. présentez à la communauté, puis vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Mon nom, c'est moi. Je suis moi, Atché. Je suis doctorant. Je suis doctorant en sciences sociales. Je m'intéresse principalement à la philosophie qui est associée aux questions de santé numérique. Alors, sur la question de la sécurité, je voudrais donc dire que la sécurité, elle est tellement importante. La sécurité dans l'usage de l'IA, la sécurisation de la donnée. Parce que justement, en termes du risque, c'est aussi ce qu'il faut voir donc à la suite de mes prédécesseurs. C'est le niveau de confiance du patient vis-à-vis du système de santé. Parce que ainsi que les risques ont plutôt été énumérés, ça nous fait voir davantage qu'il est nécessaire de mettre en place tous les différents mécanismes infrastructurels, mais aussi les mécanismes réglementaires pour que le système de santé basé sur l'IA soit de plus en plus sécurisé et soit de plus en plus un système confiant pour le patient, surtout pour le patient africain. Parce que en Afrique, nos réalités, sinon le contact du patient africain avec le système de santé général est déjà un contact assez problématique et l'hôpital africain est encore en train de conquérir son patient parce qu'on n'ignore pas qu'en Afrique, il y a des chemins diversifiés en termes d'itinéraire de santé. Donc, on a une pluralité d'itinéraires de santé pour les patients. Il y a aussi, comment on appelle, les représentations sociales qui influencent le choix des patients. Et il y a une perte de confiance naturelle en raison des problématiques qu'on va retrouver dans le système de santé, comme les problématiques liées au manque de compétences sociales, par exemple, du patient, au fil d'attente interminable dans les systèmes de santé. Du coup, déjà, avec l'hôpital classique, on est déjà en train de reconquérir le patient. On a besoin de reconquérir le patient africain et ivoirien spécifiquement. Alors, pour un système de santé qui bascule vers une IA où les risques de perte de données sont beaucoup plus grands, il est vraiment important qu'on mise fortement sur la sécurité parce que justement, c'est ce risque de perte de confiance. Donc, il ne faudrait pas que davantage on creuse la distance entre patients et système de santé moderne. Voici ce que je voudrais rajouter. Merci infiniment pour ce que vous avez dit. Vous voyez, c'est très bien d'avoir des personnes du secteur de la santé parce que ça nous permet de voir très loin. Et ça m'amène à une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a besoin de reconquérir le patient. Et moi, j'ai apprécié cette expression. Parce que très souvent, je crois qu'on n'a pas, on se dit que le patient est dans un état de nécessité et on n'a pas cette culture-là de pouvoir le reconquérir. Pour vous aujourd'hui, comment est-ce que l'IA intégrée à la santé pourrait amener à reconquérir le patient? C'est sûr que ça sort un peu de des interventions en termes de groupe de travail, mais ça fait partie de la nécessité. Donc, j'ai vraiment envie de poser cette question. Euh, je voudrais vous remercier et ce que je pense, c'est qu'il y a nécessité de faire un diagnostic préalable pour comprendre en fait qu'est-ce qui empêche le patient d'adopter le système de santé, j'ai envie de dire classique ou moderne. Mais les causes, elles sont multiples.
on voudrait dire il y a déjà, comme je l'ai dit plus tôt, les longues files d'attente à l'hôpital. Il y a le problème de compétences sociales, par exemple, comme on appelle, des professionnels de santé. Il y a bien souvent aussi le problème de la langue qui se pose. Il y a les représentations. Quelle représentation le patient se fait de l'hôpital classique? Il y a les différentes possibilités en matière d'itinéraire de soins. Et donc, il y a toutes ces réalités-là auxquelles le patient fait face au quotidien. Alors, avec l'IA, l'IA vient avec un nouveau système que je voudrais appeler le système de santé intelligent, sinon l'hôpital intelligent. Et donc, cet hôpital intelligent-là est censé répondre à toutes les problématiques qui gardent encore le patient à l'extérieur de l'hôpital. Alors, on va retrouver une IA qui désormais est bienvenue pour surveiller, par exemple, les épidémies bon, je veux le dire, dans un cadre même communautaire, dans le sens d'une santé communautaire. Donc, dans une communauté spécifique, il y a une IA qui va venir, par exemple, surveiller les épidémies dans un quartier ou dans un espace donné. Il y a une IA qui va venir, par exemple, améliorer, sinon réduire les attentes dans l'hôpital. Il y a une IA qui va venir, par exemple, rapprocher le patient de son médecin. Parce que bon, ça, je le dis encore avec, c'est vrai, c'est un point de discussion, cette question de l'IA, de la santé numérique qui vient rapprocher le patient de son médecin. Mais dans des études historiques, quand on essaie de remonter dans l'histoire pour retracer l'origine de la santé numérique, il va se trouver que à la période moderne, la forme la plus historique de la santé numérique, c'est la consultation épistolaire. Donc, on avait des patients qui consultaient des médecins par lettre, par exemple. Et les historiens montrent que la consultation par lettre était certes onéreuse, mais elle était prisée par certains publics, notamment les femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes consultaient beaucoup les médecins par lettre parce qu'elles avaient la possibilité de parler des problèmes liés à leurs appareils génitaux. Alors que donc, les historiens montrent que la consultation par lettre déchargeait la consultation, sinon l'auscultation, d'une certaine dimension de pesanteur. Alors, donc, je voudrais essayer de reprendre ça encore dans notre système actuel pour dire que toujours avec la possibilité d'être en ligne, même si on sait qu'on dématérialise le contact, mais il y a toujours une possibilité de renforcer le lien avec le patient. Et voici des points, ce sur quoi je voudrais donc m'arrêter en vous remerciant, bien sûr. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour cet échange. Ne partez pas, restez, on aura peut-être besoin de vous encore. Je vois Espérance qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Je suis docteur Espérance, je suis pédiatre en RDC. Actuellement, je suis en train de faire mon PhD à l'université des Gand en Belgique. Et alors, on a discuté l'autre fois, j'ai participé au bootcamp et de groupe de travail avec docteur. Alors, Merci. on a dit par rapport à la cybersécurité, on s'est dit que c'est oui, bon, on a un matériel, on a un outil, oui, mais cet outil doit être accompagné. On ne doit pas laisser l'outil faire. Donc, sinon, on risque de dévier. Si, par exemple, on a déjà introduit une pathologie avec 2 signes, alors que pour cette pathologie, il faut avoir au moins 3 signes, ça sera déjà une déviation. Et si le patient n'est pas guéri, ça sera une perte de confiance. Alors, on a dit, faut pas considérer le patient, faut pas considérer que la maladie, il faut aussi considérer l'entourage du patient. Donc, on a, oui, l'outil, mais le patient doit être accompagné, savoir où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange, tout ce qu'il traverse, qui peuvent aussi être des signes subjectifs de la pathologie avec laquelle il peut se présenter. Et donc, considérer déjà le patient comme un tout. Et puis aussi, on a insisté sur la formation de ce personnel par rapport au numérique. Et ce n'est pas n'importe qui doit manipuler le numérique au risque d'écrire ce qui n'est pas écrit ou d'écrire ce qui n'a pas été dit par exemple, le patient. Donc, pour éviter ces fausses manipulations, on a demandé à ce qu'on ait des personnels qui soient bien formés sur les numériques et aussi en guise de prévention de sécurité, sur le plan sécuritaire, cette fausse manipulation aussi peut endommager ou entraîner aussi la perte de certaines informations, de certaines données. Donc, voilà un peu. Merci, merci, docteur Espérance. Ça tombe bien pendant que vous êtes encore là et que la Oui. main n'est toujours pas baissée.
Ouais. J'ai envie de poser moi une question. On parle d'IA. L'IA se nourrit de données. Les prédictions, c'est à partir de tout ce qu'on... C'est toutes les informations qui sont collectées qui vont permettre d'avoir de bons diagnostics, pour aller au bon diagnostic, pour aller à la prévention. Euh, Ce que j'ai envie de demander, vous avez dit, vous êtes en pédiatrie, médecin en pédiatrie. Oui, Pour vous aujourd'hui, l'IA en pédiatrie, ce serait, quel est l'apport de l'IA dans votre spécialité aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on voit l'enfant depuis sa naissance aujourd'hui jusqu'à son adolescence, ce serait quoi l'apport de l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous comment est-ce que ça faciliterait? Je veux parler des avantages, après on parlera des inconvénients. Donc, oui. qu'est-ce que ça pourrait apporter aujourd'hui dans la spécialité dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Et après, s'il y a des inconvénients, vous n'hésitez pas à en parler. D'accord. Déjà qu'on dit que les enfants ne parlent pas, on ne saura pas dire qu'est-ce qu'il y a exactement chez l'enfant. Il y a les différentes façons de pleurer ou de crier, des signes qui ne sont pas, qui ne parlent pas, des signes subjectifs qui peuvent déjà renvoyer vers une pathologie. Et si on a dans l'IA qui peut nous aider, on dit que l'enfant présente tel signe, et l'IA peut déjà orienter. Mais avant d'être pédiatre, il y a aussi cette vocation et il y a aussi cet amour déjà des enfants et cette proximité des enfants. Et avec ça, on a déjà certains signes qui ne trompent pas. Si on a par exemple de la fièvre, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut donner telle pathologie, telle pathologie. Et toutes les pathologies ne sont pas dues aux mêmes microbes. Il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des champignons. Maintenant, avec l'outil IA, les prélèvements peuvent confirmer un diagnostic très rapidement là ou nous dire que cet enfant, c'est un cas urgent ou c'est un cas qui peut attendre, c'est juste un petit malaise. Une sélection, ça peut nous permettre de sélectionner très rapidement les cas les plus urgents et qu'on peut très rapidement régler et ici sauver des vies comme ça. D'accord. Merci infiniment pour ce que vous venez de partager avec nous. Je vais demander des inconvénients, mais bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit arrivé dans le fait de parler des différents inconvénients. On veut retenir que cela peut pouvoir aider à... Oui, ça peut aider. Inconvénient, c'est seulement méconnaître, ne pas être spécialiste dans la matière et puis vous pouvez donner de fausses informations. Est-ce que ça sous-entend que les professionnels de santé ont besoin aussi d'être formés à l'utilisation de tout ce qui est technologie qui arrive? Parce Bien que, sûr. voilà, Oui, d'accord, ça je note. ça. Donc, Oui, il est question d'avoir une bonne formation. Et je crois que exact. Dr. Joyce et quelqu'un aussi l'a mis dans le groupe, dans le chatting box. La formation est importante. Je le dis parce que très souvent, quand on demande aux professionnels de santé une formation et qu'on cite des domaines, ils n'y viennent pas. Sauf quand c'est des domaines métiers. Ah, ah. Ah oui, alors Oui, qu'aujourd'hui, vous avez un guillemets, un assistant virtuel qui vient appuyer dans ce que vous avez à faire. Il ne prendra pas les décisions forcément pour vous, mais qui viendra appuyer. oui. Donc, je pense que si on lance des formations en IA, il faut se manifester. D'accord, oui, oui, oui. Surtout ça. D'accord, c'est parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une intervention ou je passerai au prochain point? Alors, le prochain point qui avait été évoqué, concernant, là, on a abordé la question de la sécurité. Euh, Aujourd'hui, on parlait, le cinquième point, c'était le déficit des compétences. Il avait été dit que nous manquons de profils capables de faire un lien entre la médecine, les data science, l'éthique et la réglementation. C'est ce qui avait été dit. Est-ce qu'on est tous d'avis avec ce point? Si oui, qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir sur cette problématique? Steve Memel, je vous ai vu vous connecter. Docteur Steve Memel, vous êtes là? Bonsoir, boss. Bonsoir à tous. Je viens à peine de me connecter. D'accord. La question que je pose, justement, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Je posais la question. Il a été dit que c'était l'un des points qu'il y a un déficit de compétences hybrides. On manque de profils capables de faire un lien entre la médecine, les data science, l'éthique et la réglementation.
Donc, ce que je vais poser comme question, par exemple, déjà, qu'est-ce que vous pensez d'abord, avant d'aller aux questions? Ou bien, est-ce que la question que je pourrais poser tout de suite pour faciliter à tout le monde, est-ce qu'on doit créer de nouveaux profils professionnels en Afrique francophone pour justement travailler sur la question de l'IA en santé? Ça fait partie des recommandations. Donc, je pose. Ah oui, Enoch, vas-y. Désolé, je n'avais pas vu. Enoch et ensuite Dr. Steve Melmel. Enoch, Bonsoir, bonsoir. bonsoir Enoch, vas-y. Tu te présentes un petit J'espère que peu. vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord. Moi, c'est Ange Enoch, étudiant en statistique, data science et IA. D'accord. Donc voilà, c'était un peu sur le point que vous avez évoqué tout à l'heure, voir le déficit des compétences et aussi le dernier point, voir si on devait peut-être former de nouvelles personnes dans le but de pouvoir leur attribuer de nouvelles compétences. Bon, pour ma part, hein, selon moi, je dirais pas forcément former de nouvelles personnes, mais commencer d'abord avec ceux-mêmes qui figurent au milieu de nous. C'est pas si on peut le dire ainsi. Voilà. Commencer par former déjà ceux-mêmes qui figurent au milieu de nous. Parce que déjà, on constate que l'un des freins majeurs même au développement de l'IA en santé, là, c'est le manque déjà de profils capables de comprendre à la fois la médecine, les données, tout ce entre tout. Voilà. Les médecins ne sont toujours pas formés à l'IA. Les data scientists, il y a les data scientists qui ne connaissent pas toujours les contraintes médicales, il y a des difficultés à communiquer entre deux mondes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'on pourra faire, former déjà ceux qui sont là, introduire des modules et des modules de data science, de médecine, en tout cas, introduire des trucs de la technologie, voire dans les facultés de médecine et ses dérivés, ça, c'est un premier temps. Et puis, créer aussi, former aussi des professionnels en santé de façon continue. Oui, puis quelques petites formations courtes qu'on peut faire qui auront pour objectif de créer des médecins, si on peut le dire ainsi, hein, augmentés. Tu vois, pour but Merci. de créer des médecins augmentés, voilà, former un peu tout, faire un travail en équipe, un travail pluridimensionnel qui va apporter encore plus de clarté en ce qui concerne ce niveau-là. D'accord. Merci infiniment, Enoch. Merci pour ton intervention. Euh, je vois deux mains levées. Salima d'abord et ensuite Achiema. Oui, je voulais te répondre par rapport à quand tu as dit est-ce qu'on devrait former en IA? Je dirais définitivement oui. Il faut former en IA, il faut former le plus grand nombre. On va pas dire une course contre la montre, mais quand même. Pourquoi? Parce que justement, on est confronté à l'IA tous les jours. Maintenant, même vous voyez les réunions, les comptes rendus de réunions, l'IA est partout. L'IA est partout, l'IA nous assiste, mais il faut que nous soyons en mesure de contrôler les rendus de l'IA. Donc, c'est pour être en mesure de contrôler des rendus, il faut être formé et savoir un peu comment gérer tout cela, gérer les intrants IA, donc tout ce qui est par rapport aux ressources, savoir à quel moment se fier ou pas, savoir à quel moment limiter l'IA aux ressources que nous lui fournissons. Et donc, ça, c'est très important. Il y a aussi une formation qui est aussi, bien sûr, elle découle de cela, c'est le prompt engineering en IA. C'est-à-dire comment prompter, c'est-à-dire comment poser nos questions, comment fixer nos demandes. Plus on maîtrisera cela, plus on limitera, bien sûr, les erreurs toujours possibles et aussi on maîtrisera plus ou moins la divulgation de données. Bon, effectivement, il y a des moyens de désactiver parce que chaque agent IA vous demande est-ce que vous voulez désactiver ou vous acceptez que vos données enrichissent l'IA. Bon, alors, quand c'est clair et net comme ça, vous pouvez, c'est bien désactiver. Mais vous n'êtes jamais sûr en fait, parce que chaque IA, il y a une énorme compétition mondiale, et donc chaque IA est en train de se développer et elle se développe au dépend des données qu'elle reçoit des autres. Donc c'est très important de former en IA, et non seulement cela, mais en plus dans la recherche, comme a dit la collègue tout à l'heure, effectivement. Maintenant, quel que soit le domaine, il faudra toujours ajouter l'IA appliquée au domaine pour la recherche, pour le développement. Donc, la formation en IA n'est plus discutable, elle est indispensable. Et plus tôt nous pourrons maîtriser, plus tôt nous pourrons aussi nous protéger par rapport à certaines dérives, etc.
Voilà, merci. Merci Salima. Donc c'est HML, ensuite HMA, pardon, ensuite Jean-Steve Memel. Là, aujourd'hui, là, c'est les professionnels de santé qui interviennent, je constate. Les autres ne parlent pas, c'est leur domaine, je suis en train de constater. Monsieur Ah, Haché, oui, allez-y. je vous remercie. Mais moi, je ne suis pas professionnel de santé. Moi, je suis doctorant en philosophie de la santé D'accord. numérique. Non, non, je le dis parce que vous êtes là et je vois Steve Memel et j'ai vu Salima et puis j'ai vu, il y avait Docteur Euh, Espérance. Donc, j'ai dit, c'est eux qui interviennent aujourd'hui. Vraiment. Et Alors, c'est je vous intéressant. remercie infiniment. Ce Les que je autres voudrais, groupes. ce que je voudrais dire, c'est que la question que vous nous posez, la question liée aux différents profils à retrouver dans le domaine de la santé numérique, donc de l'usage de l'IA en santé, Oui. ça montre toute la complexité du projet de santé numérique. Déjà, vous avez évoqué la fonction du médecin, de l'éthicien, du réglementaire, du concepteur et tout ça. Voici, dans un système classique, on avait un médecin à qui on demandait de détenir des compétences en santé. Aujourd'hui, on est en train de demander aux médecins, en plus de détenir des compétences en santé, de se faire former aussi pour détenir des compétences numériques. Après, vont s'associer à tout ça une autre palette de compétences où on est en train de créer euh, plutôt, on nous a parlé, je n'ai pas retenu le nom, je pense que ça doit être Monsieur Enoch nous a parlé du médecin augmenté. Maintenant, augmenté. Voilà, mais peut-être que c'est le surmédecin qu'on est en train maintenant de demander. Alors, je pense que c'est important effectivement de pouvoir créer de nouveaux métiers. Oui, on est d'accord que le projet de santé numérique, il est déjà en marche. Donc, c'est nécessaire de former déjà les acteurs déjà présents sur le terrain à un certain nombre de compétences afin de faire face aux défis liés à l'IA en santé. Mais ça reste important de pouvoir former une jeunesse qui est en train d'émerger. Parce que le projet de santé numérique doit se comprendre comme un projet de société où la santé numérique doit être pensée sur une plus grande échelle. Alors, il faudrait bien qu'en Afrique, et je voudrais le dire pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, il faudrait qu'on puisse donner une identité à notre projet de Mm, santé numérique ivoirien, mm. par exemple. Du coup, un projet aussi grand, aussi vaste, demande de penser un bon nombre de compartiments liés à la santé numérique. Alors, il va sans dire que déjà du point de vue de la configuration des acteurs, il est important que la santé numérique se développe avec un nombre de compétences importants, donc on ait une santé numérique qui soit pluridisciplinaire. Vous avez parlé d'éthique, par exemple, l'éthique liée à la santé, mais il y a des profils, par exemple, qui sont ceux des chercheurs en sciences sociales qui peuvent répondre à la dimension de l'éthique. Il y a des profils qui sont ceux du juridique qui peuvent répondre à la question de la réglementation. Il y a ceux des techniciens pour la conception et autres. Donc, il est important que le projet de santé numérique rassemble ces différents acteurs déjà existants afin de bâtir une vision commune qui sera une vision claire. Cette vision ainsi dégagée nous permet de définir quels sont les métiers émergents et les plus porteurs pour un développement optimal de la santé numérique. Alors, ça nous dit que dans les quelques années à venir, il faudrait que dans nos écoles, dans nos établissements, on voit des filières se créer, on voit des écoles émerger, des écoles même de santé numérique où des profils sont formés et émergent donc pour le rayonnement de la santé numérique afin que ce projet soit effectivement un projet au service des populations. Voici ce que je voudrais dire. Alors, merci infiniment à vous pour votre intervention. Moi, j'aime bien la session d'aujourd'hui, là, elle me plaît. Elle est très, très interactive. Jean-Steve Memel, à vous. D'accord. Merci beaucoup, madame. Euh, bon, la question de l'IA dans la santé, déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont intervenu. Ils ont très bien abordé le sujet. Mais moi, en fait, je dirais plus que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'IA. On est tous d'accord que l'IA est carrément au centre de tous les domaines, en fait, professionnels aujourd'hui, y compris la santé. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos professionnels de santé ne sont pas encore bien formés sur l'IA. Il y a ce problème qui est là. Parce que même dans nos universités, dans nos modules de formation, il n'y a pas en fait
cette formation où on fait une initiation à l'IA, en fait, dans le parcours du médecin, en fait. Donc, il y a un manque de formation dans ce domaine-là. La deuxième chose aussi, c'est que côté santé numérique, il faut dire que bien vrai que le personnel ne soit pas informé, mais il y a aussi le fait que le personnel ait peur, en fait. Hier, j'en parlais avec un de mes chefs qui me disait que aujourd'hui, le fait que les gens soient vraiment tous sur Internet, ils ont accès à toutes les informations, fait que à l'hôpital, on se retrouve en fait avec certaines personnes qui viennent en fait nous confronter dans nos démarches thérapeutiques parce qu'ils ont pris des informations sur Internet et tout ça. Donc, moi, la question que moi, j'aimerais me poser, c'est, OK, on est d'accord pour envoyer l'IA dans la santé, mais est-ce que le fait qu'on envoie l'IA dans la santé n'est pas aussi, en fait, source de problèmes, en fait? Est-ce que ça va pas créer comment je dirais ça, des problèmes. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un l'a soulevé. C'est bien beau d'envoyer l'IA dans la santé, mais il faut aussi apprendre aussi à contrôler cela. Parce que j'ai été choqué une fois lorsque j'ai assisté à une conférence où un monsieur qui n'est même pas médecin, qui n'est pas dans le domaine de la santé, qui a dit comme ça en plein public que lui préférait faire confiance à l'IA que de faire confiance à un médecin. Du coup, moi, en tant que jeune médecin, étant dans la salle, vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup choqué, en fait. Parce que, sous prétexte que quand il a des petits bobos, il s'en va consulter ChatGPT, tu lui donnes quelques méthodes, et puis, pour lui, il pense qu'avec ces méthodes-là, ça marche. Oui, d'accord, on est tous d'accord que l'IA apporte un plus dans la santé. Et elle apporte même beaucoup. Moi, je suis d'accord qu'elle apporte beaucoup plus même dans la santé. Mais il faudrait que ça soit un truc qui soit vraiment bien réglementé, bien structuré en fait, pour ne pas que en fait ça puisse créer en fait d'autres problèmes. Parce que le truc c'est que n'oublions pas, on parle de santé, on ne parle pas de santé dans le domaine animal. C'est sur l'homme qu'on travaille. Et petite erreur ça devient très, 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 très fatal pour l'être humain. C'est pas comme si ce sont sur des animaux qu'on travaille, en fait. Donc, l'IA pour la santé, la formation en IA pour le professionnel de la santé, je suis bien d'accord, mais il faudrait que ce soit un truc vraiment bien réglementé, bien structuré, pour ne pas que ça nous crée des problèmes plus tard. Voilà ce que moi, je voulais dire. Je vais bientôt passer la parole il y a des mains qui sont levées, hein. Ah, le débat devient très, très intéressant. Il nous reste 15 minutes. Mais Monsieur Steve Memel, je pense que pour rebondir un peu avant de passer la parole, vous savez, il y a un souci. Si le médecin vient, je ne pense pas que tous les patients viennent en termes de confrontation. Certainement qu'il y a des expériences, je pense. Pour tout patient, il a peut-être eu des expériences qui font que ils viennent dans ce cas de figure. Mais, comme on le dit, l'IA, source de problème, il faut que le procès de santé essaie de s'en approprier. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai vu pas mal de médecins qui, euh, qui utilisent ChatGPT. J'en ai sillonné beaucoup. J'ai fait une tournée il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'ils utilisaient. Et d'autres même sont en train d'expérimenter le ChatGPT Health. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec vous que le médecin, on n'a pas en termes de confrontation, on va apprendre. Après, c'est vraiment le système, le système, on va dire, euh, universitaire. Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on le met en pratique vraiment? Quand il part, moi, je sais que je suis partie la dernière fois à l'hôpital, j'ai dit que j'étais allergique à un certain nombre de médicaments, mais le médecin n'a pas voulu quoi que ce soit. Il a insisté pour me dire, non, prenez, c'est pas grave. On a essayé de refaire. Mais comme moi, j'ai pris là, j'ai enflé comme un ballon, je vous l'assure. J'ai juste pris la photo pour dire, il faut regarder. Ah oui, mais donc essayez de voir et puis vous allez repasser un peu plus tard, on va voir. Mais j'avais précisé. Donc peut-être que quand il vient en confrontation, il faut essayer aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu en confrontation. Je ne crois pas aujourd'hui que tout le monde vienne en confrontation, mais je pense que
Je pense que c'est légitime ce que vous dites. Il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir réglementer l'utilisation de l'IA appliquée à la santé. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. Mais ChatGPT, pour ce que je sais, si vous partez, quand vous partez poser une question, il vous dit à la fin, je vous recommande d'aller voir un médecin. Je ne sais pas ici ceux qui l'ont déjà utilisé dans le cadre médical, mais ils vous posent la question. Moi, j'étais partie à Londres quand j'ai eu mon problème de dents et qui n'a pas enlevé. Il y avait du puits, mais ils m'ont donné une explication. J'ai dû poser la question pour dire, mais je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe. Il m'a dit, s'il y a un puits, si c'est qui n'a pas pu enlever, voici ce que je pense, mais je vous conseillerais d'aller voir un médecin. Séance tenante 6 heures, j'étais à l'hôpital, je suis allée voir le médecin. Et je lui ai présenté la dent comme si je n'avais pas échangé avec qui que ce soit. Mais je pense effectivement que on va réglementer et autres. Enoch, avant Monsieur Haché, parce qu'il nous reste 13 minutes. Ah, D'accord. pardon, il y a Monsieur Joseph qui avait levé la main. Donc après Enoch, Enoch, peut-être quand vous avez échangé une fois, je vous laisse, vous avez déjà activé le micro, finissez, et je viens à Monsieur Joseph avant d'aller à Monsieur Haché. Ah non, pour moi, c'était pas non, c'était juste pour répondre au médecin qui Mais, avait la question de oui, savoir est-ce que oui, allez-y le fait déjà rapidement, de juste en l'envoyer de 2 minutes. n'est pas sauver le problème. En fait, le problème n'est pas lié en tant que tel. C'est comme vous l'avez dit là, c'est son usage et puis son cadre éthique. C'est Voilà. ça. Il suffit de bien être formé et de savoir l'utiliser. Parce que comme vous l'avez dit, l'IA peut nous donner des réponses, certes, mais après, n'oublions pas qu'il y a des hallucinations qu'elle fait. Du coup, Oui. nous devons l'utiliser dans un cadre bien précis. Et ceux qui vont l'utiliser aussi là, il faudrait qu'ils soient déjà bien préparés à ce qui va venir. C'est un peu ça. Sinon, en fait, le fait de créer des problèmes, ce sont des trucs qui arrivent. Ça dépend de maintenant comment chacun utilise l'outil en fait pour le bien-être de ceux qui seront en face de. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec vous, Enoch. Merci beaucoup. Monsieur Joseph, ensuite, Monsieur Haché. Monsieur Joseph, on prendra les deux interventions et puis, parce qu'on tire vers la fin. Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, vous pouvez, votre micro n'est pas activé. Joseph Ametoto. Oui, allô? Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter, ensuite intervenir. Ok, moi je suis Joseph Ametoto, je suis médecin et puis DES de biologie médicale. Je suis en spécialisation en biologie médicale. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Togo. Merci. Bon, ce que je voulais apporter, l'application de l'IA en santé, je peux le dire que c'est plus, l'intégration est plus facile du côté de la radiologie et de la biologie médicale, puisque pour les automates en biologie, il y a un système d'intégration de l'IA qui facilite la sortie des résultats. C'est vraiment applicable. Aussi, au niveau de la radiologie, actuellement, il y a beaucoup de médecins spécialistes qui se font former pour pouvoir intégrer l'IA dans l'interprétation des résultats de radiologie. Maintenant, au niveau de la clinique, c'est ce qui est un peu plus sensible. Le médecin, les examens cliniques, il y a diverses étapes pour faire l'examen clinique du patient, la palpation, la percussion, et le médecin il se base sur tous ces éléments pour pouvoir orienter son diagnostic. Maintenant, si on se met à créer une IA qui parle des pathologies, des symptomatologies, il y a ce risque que les patients se lèvent, ils consultent, ils mettent leurs symptômes, ça leur sort le diagnostic, et puis le traitement, ils vont à la pharmacie, qu'ils veulent tel médicament pour se faire traiter. Et là, on est aussi confronté souvent à ces cas-là où les patients viennent, il y a un retard de prise en charge des pathologies, quelquefois qu'ils nous viennent à des étapes avancées de complications. Donc, je pense que ce côté à la clinique, ça va être un peu plus réservé aux médecins. Sinon, on risque de, de faire beaucoup de dégâts au niveau de la prise en charge des patients. Et peut-être aussi pour la recherche au niveau de la clinique, ça va plus aider
les étudiants à vite apprendre les pathologies, peut-être à faire les recherches cliniques. Bon, c'est ce que je voulais apporter aussi. Merci. Merci à vous, Monsieur Ametoto. Quelqu'un me voyait un message pour dire on ne peut pas augmenter l'heure, on a des heures. Mais je pense qu'on va avoir des sessions assez particulières s'il y a également. Euh, d'accord. Il y a Atché, je vous repasse la parole. Ensuite, il y a Salima. Et ce serait vraiment les derniers intervenants, sinon on risque de sortir de notre timing. D'accord. Donc, Monsieur Atché, ensuite Salima. Merci à vous, merci infiniment. Je voudrais donc revenir sur la question qui a été posée à laquelle M. Enoch a tenté de répondre. Alors, vous avez raison donc de noter la question de l'expérience du patient, mais c'est aussi, ça nous dit aussi qu'il est important de redorer le blason du médecin auprès des patients. Voilà, ça aussi, c'est l'un des défis et ça nous montre que le projet de santé numérique est une réalité assez complexe et qui demande aussi un vaste travail de tous les différents acteurs. Avec le patient qui consulte en ligne, je pense que c'est un domaine, c'est un fait qui est désormais inévitable. Et c'est l'une des idées de l'IA en santé que de rendre le patient autogérant de sa propre santé. Donc, on va nécessairement en arriver à ce patient qui consulte en ligne. Mais il ne faudrait pas qu'on soit au niveau où le patient, effectivement, confronte le médecin. Dans la littérature, Marie-Hélène Parizeau parle de ce qu'on appelle le patient expert. Donc, il y a ces patients experts qui viennent même proposer des solutions cliniques à son médecin. Et c'est ça qu'on doit éviter, qu'on doit réussir à réglementer. Voilà pourquoi, pour être très bref en termes de solutions, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas possible, déjà au niveau étatique, de mettre en place des comités de validation des informations numériques liées à la santé? Est-ce qu'à la longue, on n'arriverait pas à ces comités-là qui valideraient le type d'informations à consulter sur Internet en rapport avec la santé? Et je vous remercie. Merci, ça c'est une très belle question pour la fin. On va la noter et puis je pense que ça sera sujet à d'autres échanges. Je crois que c'est Salima qui a levé la main ensuite. Salima, vous pouvez y aller. On me dit que le temps est trop court, on devrait pouvoir allonger. En Mais tout en cas, fait, je remercie tous. C'est court quand il y a des interactions comme ça. Mais quand c'est calme, Bien sûr. c'est difficile. Mais Salima, allez-y, on va y aller, on va y arriver. Alors voilà, moi je rebondis un peu ce que disait mon prédécesseur. En fait, pour les données, donc effectivement, il y a deux problèmes qui se posent. Moi, en ce qui me concerne, ce qui à mes yeux serait important, c'est que c'est vrai que les patients maintenant ont accès à de l'information. Vous voyez que depuis quelques semaines, il y a le GPT Health que tout le monde est en train de consulter plusieurs fois par jour. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, effectivement, alors mettre des comités pour bloquer les informations ou limiter les informations, etc., c'est très complexe. Mais il faudrait, c'est vrai, si on est amené à créer nous-mêmes des IA, il faudrait qu'il y ait ce qu'il y a déjà sur les sites Internet, c'est-à-dire ce qui est admis et accessible au grand public et ce qui est réservé aux professionnels. Parce que déjà dans les grands serveurs du net, depuis toujours, vous avez un patient, il a un problème de thyroïde, il va aller sur Internet et paf, il tombe sur la néoplasie thyroïdienne, il est effrayé. Vous avez beau après lui expliquer que non, lui, c'est juste un problème d'hormones à réguler, etc. Il va vous dire non, 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 moi j'ai vu, c'est ça y est, c'est bon, c'est un cancer, etc. Donc déjà, ce problème-là, on l'a vécu bien avant, dès l'émergence d'Internet. Mais c'est vrai qu'il y a des sites spécialisés. Si vous allez sur Vidal, vous allez avoir le Vidal pour les professionnels, le Vidal familial, etc. Donc il faudrait aller aussi dans ce sens-là, que l'IA, qui est une base de données vraiment très prolifique, qu'elle ait aussi deux versions. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, mais alors là, il faut prouver que vous soyez professionnel. Et il faudrait donc avoir un système de vérification, etc., puisque les sites, ils vous demandent, même ils vont jusqu'à vous demander des cartes professionnelles pour accéder à d'autres informations plus poussées. Ça, c'est d'une part. Évidemment que ça ébranle la confiance patient-médecin. Évidemment que le médecin est tout de suite confronté à mille et une questions. Mais après, c'est un challenge aussi de notre part, nous, de nous actualiser effectivement, mais surtout de garder cette confiance et ce contact avec les patients. Bon, ça, c'était mon idée, mais c'est vrai que c'est un grand travail à faire parce que canaliser les données et canaliser l'information elle-même,
ça peut être même mal perçu. Ils vont dire non parce que vous n'êtes pas sûr de vous et vous nous bloquez à l'accès à l'information. Donc, c'est très, très difficile. Et comme a justement dit le sociologue, c'est un grand travail à faire sur le mindset des patients aussi. Et le patient de manière générale. Le deuxième volet, bien sûr, c'est le patient expert. Alors, patient expert, parce que vous utilisez un terme très, très technique, il y a le patient qui se dit savoir tout, mais le patient expert existe. C'est une formation à temps plein. Je tenais à le dire parce que ne peut pas qu'il y ait de confusion. Le patient expert, ça existe. C'est une confusion, c'est une formation du patient qui maîtrise la spécialité parce il a été longtemps suivi. Et c'est des professeurs et des médecins qui le forment pour former à son tour. C'est souvent les maladies chroniques non transmissibles ou pas, bon, comme le VIH, comme la sclérose en plaques, etc. Tout ce qui est chronique et qui empiète sur la vie personnelle. Voilà, merci. Merci Salima, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est une erreur de M. Hatché dont la main est levée ou bien c'est parce qu'il veut revenir dessus? Ah, d'accord, il n'y a plus de main levée. D'accord, je vois qu'il y a pas mal d'autres questions, mais on essaie de tout faire pour finir à l'heure. Est-ce qu'il y a un dernier, est-ce qu'il y a un mot de fin pour tout un chacun? Je crois que, bon, voilà, voilà. Après, je vois les messages reviennent, hein. Je vois M. Serge Mbela. C'est-à-dire, lui, je ne lui prends pas la parole, mais mon chat est rempli de ses interventions. Il dit réadapter le parcours de soins dans un contexte, ce qui signifiait passer par un modèle hospitalo-centré où le patient doit voyager vers le savoir. Donc, il a essayé d'expliquer et puis dit à un modèle décentralisé et hybride où le patient vient, non, où le savoir vient au patient via l'IA en respectant les habitudes culturelles. D'accord. Je pense on devrait avoir une autre session. Moi, j'avais une question en tête, mais je la garde pour la prochaine session. Kétan, je pense qu'on aura la semaine prochaine une session toujours sur l'IA parce que je veux savoir où on place la médecine traditionnelle. On parle d'IA, mais en même temps, on est dans un contexte africain où la médecine traditionnelle est très impliquée. Vous voyez, en Chine, par exemple, dans des applications de santé, on va voir l'intégration également de la médecine traditionnelle. Ce qui fait que quand tu pars voir le médecin classique, il sait déjà ce que tu as pris comme plante, il connaît les composantes de cette plante, il sait comment pouvoir te prendre en charge. Là, je ne suis même pas encore en train de parler du One Health, mais je parle médecine traditionnelle, médecine moderne avec l'IA associée. C'est une réflexion qu'on devrait pouvoir avoir. S'il y a des spécialistes en médecine traditionnelle, ce serait bien qu'on les ait pour la semaine prochaine pour justement être en train d'échanger dessus pour faire une confrontation, pour voir à quel moment l'IA se situe dessus. Parce que quoi qu'on parle d'intelligence artificielle, quoi qu'on parle d'avancée de données, si on parle de souveraineté des données, on parle de souveraineté africaine, il faut qu'on regarde nos propres valeurs, nos propres cultures, comment est-ce qu'on adapte, on entraîne nos propres modèles. Ça, c'est assez important et je pense qu'on pourrait pouvoir le faire. Écoutez, il est 15h29. On a 1h30 chaque mercredi. Je vois qu'il faut avancer. On me dit d'avancer les heures. On va programmer une session particulière. Peut-être le mercredi prochain, on ira à 2h. Mais il faut que ce soit interactif. Quand c'est interactif et que tout le monde parle, mais je pense qu'on n'a pas envie d'arrêter. On n'a pas envie d'arrêter. Mais là, on est obligé parce qu'il y a certains comme ceux qui sont aux États-Unis où il fait encore tôt, qui sont connectés. Merci à toutes ces personnes qui se sont connectées. Et je pense que c'est aussi ça l'intérêt. On a des pays qui se sont connectés pour le challenge. Et donc, on commence les formations dès ce samedi. L'Algérie, on a l'Algérie. Kétan, tu pourrais me donner les pays? On a l'Algérie, on a le Sénégal, on a la RDC, on a la Guinée, on a le Mali. Voici les pays qui se sont positionnés. C'est la CAN de la e-santé. Je ne sais pas si c'est le Sénégal qui va gagner encore. En fait, je vous parle et puis il y a un Sénégalais en face de moi. Donc, j'ai dit fort pour qu'ils entendent. Je ne sais pas si c'est le Sénégal qui va gagner la CAN de la e-santé ou c'est la RDC ou c'est l'Algérie qui veut faire sa revanche. Bon, je ne vois pas l'Égypte ici ou encore le Maroc. Bon, j'ai dit ça comme ça. Bon, voilà, mais c'est ça, je dis RDC. Donc, les formations doivent commencer. Je crois qu'étant sous ta supervision, je crois que ça doit commencer le samedi avec l'Algérie, l'équipe de l'Algérie qu'on va former, ensuite les autres équipes. Et vous avez l'opportunité de choisir vos propres thèmes. Donc,
Par exemple, vous pouvez choisir un thème sur l'IA, un thème sur, je ne sais pas moi, les One Health, peu importe le thème, on est prêt à en débattre avec votre propre communauté. Et je crois que ça va être très intéressant pendant cette CAN de pouvoir voir comment les choses vont pouvoir avancer très vite parce que l'équipe de la Côte d'Ivoire, même, je vais la voir. Ça ne sera pas moi, forcément, mais j'ose espérer que cette équipe me fera honneur parce que on ne peut pas organiser une CAN depuis la paix. La Côte d'Ivoire l'a prouvé. Donc, il faut qu'on organise une CAN et qu'on la gagne. Allez, merci beaucoup. Merci Merci, infiniment à tout merci le monde. aussi. Et j'espère que ça a aidé. On va essayer de voir comment vous aurez la retransmission. Kétan, tu peux mettre déjà le sondage pour qu'on puisse. Voilà. Après, si vous souhaitez également qu'on continue de débattre sur la question de l'IA, dans le groupe WhatsApp, vous pouvez mettre vos suggestions dès qu'on finit cette session. Les suggestions de thèmes sur l'IA dans le groupe. Enoch, je ne sais pas si tu es dedans. Si tu n'es pas dedans, rentre dans l'inbox de Kétan qui est là pour qu'il puisse t'intégrer. Ceux qui ne sont pas là, Kétan se fera fort de vous intégrer dans le groupe WhatsApp. On pourra continuer les échanges, ce que l'IA peut apporter, mais on n'a pas que l'IA. Parce qu'on a un autre groupe de travail, je crois, Kétan, on a su le secteur privé, comment le secteur privé perçoit la santé numérique. On a la question de la régulation, qui est très importante également. On a plusieurs thématiques et on a l'usager, on a le leadership féminin. Et je pense que pour le leadership, Salima est prête. Elle n'attend que ça. Le groupe de travail sur le leadership. Salima, Chaque tu vois, elle mercredi, dit, ça y est, c'est ce mercredi. oui, oui, on va le mettre ce mercredi pour toi. Tu vois, elle est contente. Elle est super contente. Ouais. Donc, voilà. Très bien. Donc, on Parfait. aura sur le leadership, voilà, avec la santé numérique. Donc, on a pas mal de thématiques. Manifestez-vous. Si vous souhaitez l'idée aussi un groupe de travail, il n'y a aucun problème. Kétan va présenter les différents groupes de travail avec les thématiques dans le groupe. Celui qui décide qu'il a envie de l'idée, écoutez, moi, il n'y a aucun problème, je peux vous donner pour pouvoir l'idée les prochaines sessions. Je vous dis bye bye. N'arrêtez pas de vous inscrire. Le Camerounais, là, ils m'ont dit, ils viennent pas. Je ne sais pas si dans Eco, ils ont aussi peur de la Côte d'Ivoire, comme ils ont peur de nous, pour aller faire des maillots. Je ne sais pas si le maillot noir, là, ils vont le porter encore. Mais bon, on ne sait pas, hein. Je suis là et puis j'attends. Je dis ça, je dis rien. Donc, manifestez-vous. Manifestez-vous. Ah, bon, il y a quelqu'un qui rit là. Son rire là, on dirait que c'est le Cameroun. Non, 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 non. Il y a un maillot noir. Donc, je vous attends. La diaspora aussi peut faire sa communauté. On a Rodolphe qui est aux États-Unis, on a Traoré qui est au Canada. Écoutez, on peut avoir un groupe de la diaspora. En fonction de vos fuseaux horaires, on n'a aucun problème. Allez, bye bye et puis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au Ok, bye revoir. bye. Au revoir. Au revoir. Kétan, il y a Monsieur Kwame qui a demandé à intégrer le groupe. Il a mis son numéro dans le groupe, dans le chat. Tu peux récupérer pour pouvoir l'intégrer dans le groupe. Kétan? Ok, merci beaucoup, madame. Et Merci. vraiment, j'aimerais vraiment... Allô? Oui. Ok, j'aimerais vraiment, étant auditeur, pouvoir écrire, puisque je suis en santé publique, donc Oui. j'aimerais vraiment que vous puissiez m'orienter, m'encadrer pour trouver un sujet vraiment innovant, surtout dans la gestion des données, pour améliorer, pour pouvoir tout. Donc, merci beaucoup. Après, s'il m'intègre dans le groupe, de pouvoir échanger aussi avec vous. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Kétan est là, on peut pouvoir avancer. Ne t'inquiète pas. Ok, merci beaucoup. Mais à la Merci. base, je suis infirmière, donc je fais les soins aussi. Non, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est une très belle chose parce Ok. qu'on ouvre bientôt les cours, la formation en santé numérique. Donc, la plateforme sera dispo pour les formations, tout ça là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, Merci beaucoup. ok, ça sera super. Je Voilà. vais en tout cas drainer beaucoup de personnes. Ah, il faut prendre un groupe de Côte d'Ivoire. Les gens se font manifester. Moi, je ne vous comprends pas. Je vous regarde, hein. Je ne peux pas moi-même me Ok, présenter. Ça me fait mal.
Non, effectivement, en fait, je peux prendre tout le groupe, hein, si vous me le permettez, puisque, au fait, j'arrive quand même à influencer beaucoup de personnes qui m'appellent beaucoup parce que j'ai fait un master en santé communautaire. Donc, beaucoup, et j'envoie beaucoup de personnes vers là-bas. Et il y a beaucoup qui ont besoin, surtout, nous sommes 130 pour notre promotion en formation santé publique, là, nous sommes 130 Vous et faites votre j'arrive pas formation où mal ça? à influencer plus de À la l'INFAS? moitié. Vous faites votre formation Oui, où ça? oui, À oui, oui. l'INFAS? Spécialité santé publique et nous sommes 130. C'est à Et l'INFAS? parmi C'est ces à l'INFAS que 130, vous faites la oui, formation? oui, OK. oui, 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 Pas effectivement. avec Docteur Mais le Mansou. Avec coût, Docteur Mansou. non, docteur Monsou n'est pas notre enseignant. D'accord. Il y a Pongatier, le directeur de la DIS, Ah, qui est notre c'est M. enseignant. Pongatier lui-même. Oui, 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 oui. Tatou, si Professeur c'est le directeur Tiembré. lui-même qui est ton professeur, c'est Oui, lui-même oui, qui oui, oui, gère les données de effectivement. Côte d'Ivoire, le directeur de la DIS. Effectivement. Et il y a professeur Tiembré aussi, qui est notre enseignant. Il y D'accord. a docteur Douba, qui est aussi notre enseignant. Donc, au fait, j'arrive pas mal à influencer beaucoup plus pratiquement de la moitié, hein. Dans tous les cas, Voilà. Donc, c'est Kétan qui gère les inscriptions. Quand vous allez rentrer dans le mhm, groupe, il y a un formulaire. Vous allez remplir le mhm. formulaire et puis on va y avancer. OK, il n'y a pas de souci. Allez, merci et puis Merci bon beaucoup. après-midi à tout le monde. OK.